Donc aujourd'hui, nous allons passer aux exercices d'enzymologie et on va commencer par l'exercice 1 dans lequel on vous dit qu'une série de cuvettes de 1 centimètre de largeur est préparée à partir d'une solution mère de substrat 10 millimolaires et de tampons. Ce qui est important, la première étape dans un exercice d'enzymologie, c'est d'identifier les différents constituants. Donc ici, on vous dit que vous avez une solution mère de substrat, donc vous savez que la solution mère de substrat est de 10 millimolaires. Et on va mettre dans chaque cuvette un volume différent de cette solution mère afin de la diluer et d'avoir des concentrations différentes croissantes ici de substrat. Vous avez pour compléter et pour réaliser la dilution du tampon phosphate qui est ajouté de manière à avoir toujours 480 microlitres par cuvette. Donc si vous additionnez à chaque fois, vous allez voir que vous avez à chaque fois 480 microlitres. Suite de l'énoncé, la réaction enzymatique est déclenchée par ajout dans la cuvette de 20 microlitres d'une solution de chymotrypsine à une concentration de 30 micromolaires. Donc deuxième intervenant ici de la réaction, la chymotrypsine, qui est notre enzyme, et dont on rajoute 20 microlitres dans chaque cuvette. Donc dans chaque cuvette, on aura un volume total, un volume de réaction de 500 microlitres. Et la concentration de la solution mère de chymotrypsine est de 30 micromolaires. La variation d'absorbance de la solution est mesurée à 420 nanomètres. Le coefficient d'extinction molaire du produit à cette longueur d'onde est de 5000 molaires moins 1 cm moins 1. Donc ce qui se passe, c'est que l'enzyme va réagir avec le substrat et le produit va se former au fur et à mesure du temps. Ce produit est mesurable à 420 nanomètres, donc il absorbe à 420 nanomètres. Et son coefficient d'extinction molaire est de 5000 molaires moins 1 cm moins 1. On vous donne ensuite les vitesses obtenues. Donc les vitesses, c'est un concept un petit peu difficile donc on vous dit ensuite que on vous donne les vitesses obtenues pour chaque cuvette. Qu'est-ce que la vitesse? C'est un concept des fois un petit peu compliqué à comprendre en enzymologie. Si on fait le parallèle avec une vitesse normale, donc une vitesse classique par exemple, on dit: «J'ai marché à 6 km/h», ça signifie qu'on a parcouru 6 km en 1 heure, donc c'est toujours par unité de temps. Ici, c'est relativement similaire. On vous donne une vitesse, par exemple pour la cuvette 1 qui est de 0,198 delta A 420 nanomètres par minute. Donc qu'est-ce que ça signifie? Si on représente un petit peu ce qu'on a dans les cuvettes. Donc dans la cuvette 1 par exemple, on a 12,5 microlitres de substrat, hop, auquel viennent s'ajouter 467 microlitres de tampon. Bon, ce n'est pas très proportionnel sur mon dessin. Et puis, on vient ajouter notre enzyme, 20 microlitres d'enzyme. À T0, il n'y a donc pas du tout de produit formé. Et donc, on va mesurer l'absorbance, qui sera notre référence de base. Puis, on va laisser passer du temps. On peut laisser passer 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, ça dépend ce que l'on veut et quelle est la vitesse de la réaction. Et donc, dans notre cuvette, on va cette fois retrouver toujours notre tampon. Hop, notre substrat, mais notre substrat qui sera cette fois un petit peu moins présent puisqu'il aura été en partie consommé. Notre enzyme, qui elle sera toujours présente en quantité identique. Puis, on aura également, en plus de tout ça, quelques molécules de produits qui se seront formés. Donc, en plus, on a du produit. Et maintenant, on va prendre notre absorbance à Tx. Donc là, par exemple, on peut mesurer l'absorbance à 1 minute. Et donc, on aura une deuxième absorbance qui sera égale, par exemple, à y, ici, égale à x. Et donc, notre vitesse va être ce delta d'absorbance par unité de temps. Donc, le V ici, ça serait y moins x divisé par le nombre de minutes. Voilà ce qu'indique ici le 0,198.
Donc maintenant, on vous demande de déterminer, grâce à la linéarisation de Lineweaver-Burke, le Km et le Vmax en millimolaires pour le Km et en micromoles par minute pour le Vmax, donc de la chymotrypsine. Faites attention aux unités en enzymologie, c'est vraiment important de respecter et ça vous aide aussi à savoir ce que vous devez calculer. Donc la première étape, ça va être de voir qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir pour pouvoir tracer la droite de linéarisation de Lineweaver-Burke. Donc il vous faut 1 sur V en fonction de 1 sur S, la concentration en substrat. Donc le V, on l'a, donc 1 sur V, on va pouvoir le calculer facilement. Par contre, la concentration en substrat, on ne l'a pas. On a juste la concentration de la solution mère et les volumes. Donc ce qui est réalisé, en fait, c'est une dilution puisqu'on parle d'une solution mère de substrat de concentration connue dont on vient mettre un volume dans la cuvette et dans laquelle on rajoute d'autres solutions. Donc du coup, le volume de substrat, la solution mère de substrat est diluée. Donc, on peut identifier les différents volumes initial, volume final, concentration initiale et concentration finale, c'est ce que l'on cherche. Donc, le volume initial, c'est le volume noté dans la première ligne ici. Par exemple, pour la cuvette 1, c'est 12,5 microlitres. La concentration initiale, on vous la donne dans l'énoncé, c'est de 10 millimolaires. Et le volume final, comme on l'a dit auparavant, il est fixe pour chaque cuvette. C'est le volume de substrat plus le volume de tampon plus la chymotrypsine. Et donc, ça fait à chaque fois 500 microlitres. Donc, la concentration finale dans chaque cuvette, c'est le volume initial, donc ça qui est variable, fois 10 millimolaires, divisé par 500 microlitres. On mettra le volume initial en microlitres, comme ça on aura une expression en millimolaires de la concentration finale. Donc on va faire l'exercice maintenant pour chaque cuvette. Donc on va faire un petit tableau récapitulatif. On va identifier les cuvettes, on va mettre la vitesse. Alors n'oubliez pas de noter à côté toujours les unités. Donc le volume, la vitesse, puis la concentration du substrat en millimolaires du coup. 1 sur V. Alors attention à l'unité, comme c'est l'inverse, on va avoir des minutes par delta d'absorbance. Et 1 sur la concentration en substrat. Et donc du coup, l'unité sera des millimolaires moins 1. Donc la cuvette, on a une cuvette 1, 2, 3 et 4. Les vitesses, ça on vous les donne, donc 0,198, 0,322, 0,455 et 0,505. Et les concentrations en substrat, donc c'est donc égal à ici 12,5 fois 10 divisé par 500. Voilà. Et on fait de même pour la suite. 50, 10. Voilà. Maintenant, on calcule les 1 sur V et 1 sur S. Alors, l'avantage d'Excel, c'est qu'on peut tirer la formule. Voilà. Et donc, on a déjà notre premier tableau où est-ce qu'on a toutes nos données. Et on va utiliser ces deux colonnes-là pour tracer notre droite de linéarisation. Donc, comme d'habitude, vous pouvez tracer la droite grâce à l'outil graphique. Nuage de points. Et alors, vérifiez toujours l'allure de votre droite, puisque vous savez que si vous reprenez le syllabus, là, le graphique de Lineweaver-Burke va être croissant. Par contre, pour Eddie-Hofstee, on devra avoir une droite décroissante et pour Haynes également une droite croissante. Voilà, donc on va lui mettre un titre. Représentation de Lineweaver-Burke
Weaver de la chymotrypsine. Et alors, on va ajouter des titres aux axes. Voilà. Donc ici, on a 1 sur V. En minutes par delta d'absorbance. Et ici, on a 1 sur S en millimolaire moins 1. Voilà, vérifiez que c'est bien le cas et qu'il n'y a pas eu d'inversion des axes. Et effectivement, ici, c'est le cas. Donc, nos données ne sont pas correctes. Ici, on n'a pas 1 sur V, mais 1 sur S qui est représenté. Donc, vous pouvez sélectionner les données ici et modifier. Donc, l'axe des X, c'est 1 sur S. Et l'axe des Y, c'est 1 sur V. Voilà. Ce qui est plus correct. Et ensuite, vous pouvez tracer votre droite en utilisant le petit format de courbe de tendance. Donc, c'est bien une linéaire. Et alors, surtout, on ne spécifie pas qu'elle passe par 0. Donc, on ne définit pas l'interception. Et ce que vous pouvez faire, si jamais vous voulez prolonger votre droite, c'est spécifier ici le nombre de périodes que vous voulez. Donc, ce que vous pouvez faire également, c'est afficher sur la droite l'équation du graphique. Voilà. Et alors, il va falloir extraire ces paramètres A et B puisqu'ils vont nous permettre de déterminer le Vmax et le Km. Si on regarde sur votre syllabus, vous voyez que la pente est égale à Km sur Vmax et que l'ordonnée à l'origine, donc le B, est égal à 1 sur V. Alors, pour ça, on utilise la formule droite recte comme on l'a déjà utilisé auparavant. Donc, vous sélectionnez bien 2 cases pour extraire directement le A et le B. Vous sélectionnez vos valeurs des Y, 1 sur V et vos valeurs de X. Puis ensuite, c'est vrai parce qu'on veut qu'on calcule B et faux parce qu'on ne veut pas de données supplémentaires. Donc, vous avez A qui est égal à 0,91. Regardez bien l'unité. Donc, le A, c'est delta Y sur delta X. Donc, vous avez des minutes par delta A par l'inverse des millimolaires moins 1, donc des millimolaires. Et le paramètre B, donc qui est égal à 1,35. Et son unité, lui, c'est la même que l'axe de 1 sur V, donc des minutes par delta. Voilà. Et alors, on sait que la pente, donc A, c'est égal à Km sur Vmax. Alors, si vous voulez spécifier que c'est du texte à Excel, vous devez mettre un petit apostrophe avant le égal. Et le paramètre B, c'est 1 sur Vmax. Voilà. Donc maintenant, pour trouver notre Vmax, on va faire l'inverse de la valeur de B. Et donc, on aura une expression en delta A par minute. Pour le Km, lui, est égal, du coup, à Vmax fois la valeur de la pente. Et alors, si on regarde au niveau des unités, alors on réduit un petit peu le nombre de chiffres ici. Donc, si on regarde au niveau de l'unité, on a donc divisé le Km. Pour trouver le Km,
Donc pour trouver l'unité du km, alors, on va mettre un petit peu sur le côté, on va faire un petit schéma de ce qu'on a fait. Donc, pour trouver le km, on a multiplié A par le Vmax. Donc au niveau de l'unité, on a multiplié des minutes par delta A fois des millimolaires avec le Vmax qui est exprimé, lui, en delta A par minute. Donc si on simplifie, les delta A et les minutes se simplifient. Donc on a bien un km qui est exprimé en millimolaires. Voilà, si on regarde ce qu'on nous demande de faire, c'est d'exprimer, reprenons l'énoncé, d'exprimer le km en millimolaires. Donc ça, c'est bien ce que l'on a. Donc ça, c'est notre réponse finale pour le km. En revanche, pour le Vmax, on nous demande de l'exprimer en micromol par minute. Or là, on a encore un delta A par minute. Donc il va falloir transformer la valeur du Vmax. Donc ici, on a donc une vitesse exprimée en delta A par minute. Si on reprend notre énoncé, qu'est-ce qu'on nous dit et qu'est-ce qu'on sait à propos du produit? On l'a dit, on connaît sa longueur d'onde, la longueur d'onde de mesure et surtout le coefficient d'extinction molaire de ce produit à la longueur d'onde de mesure. Donc, on a l'epsilon, on a également la longueur du trajet optique puisque c'est la largeur de la cuvette. Donc, j'espère que vous me voyez venir et qu'on va utiliser donc la formule de Lamberber afin de déterminer la concentration en produit formé dans chaque cuvette. Donc, la concentration en produit formé, ce sera l'absorbance divisée par le coefficient d'extinction molaire fois la longueur d'onde, la longueur du trajet optique. La concentration. Donc, notre Vmax, il est en delta A par minute et on cherche à l'exprimer en micromol par minute. Donc, il va falloir convertir une absorbance en nombre de moles de produits formés. Si on reprend notre énoncé, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé? Au niveau du produit, on a la longueur d'onde de mesure, 420 nanomètres, et on sait surtout que le coefficient d'extinction molaire à cette longueur d'onde est de 5000 molaire moins 1 cm moins 1. On a également la longueur du trajet optique, le petit L, puisqu'on sait que la cuvette a une largeur de 1 cm. Donc j'espère que vous voyez où je veux en venir. On a l'absorbance, on a également le coefficient d'extinction molaire, la longueur du trajet optique et on peut donc en déduire la concentration. Donc, il suffira de diviser l'absorbance, donc notre vitesse, par epsilon et L pour l'exprimer en une concentration. Donc, si on reprend ici, on va mettre les valeurs à gauche. Pour changer notre Vmax, on va donc diviser le Vmax par le coefficient d'extinction molaire qui est de 5000 fois la longueur du trajet optique de 1. Et donc voici notre Vmax maintenant exprimé. On va mettre en unité scientifique, ça sera mieux. Voilà. Qui est maintenant plus exprimé en delta A par minute, mais en molaire par minute, puisque le coefficient d'extinction molaire est exprimé en molaire moins 1 cm moins 1. Alors maintenant, on veut le nombre de moles et non pas la concentration de produits formés. Donc pour cela, hop, on reprend notre tableau ici. On a la concentration. Pour avoir le nombre de moles, comme vous le savez, c'est la concentration fois le volume. Mais attention, quel volume on va prendre ici?
Le volume que l'on veut, ce que l'on veut savoir, c'est le nombre de moles, normalement par cuvette, donc dans le volume réactionnel. Donc ce que l'on cherche, nous, c'est le Vmax exprimé en mol par minute. Et donc, il va donc falloir utiliser la formule N égale C fois V, donc multiplier cette concentration par le volume. Mais alors par quel volume? Si on regarde ici, ce que l'on cherche, c'est le nombre de moles formés au total. Donc dans la cuvette, dans son entièreté, telle qu'elle a été mise dans le spectrophotomètre. Donc nous, on sait que le volume de chaque cuvette était égal à 500 microlitres. Attention, il y a certaines réactions pour lesquelles on doit rajouter quelque chose avant de doser au spectrophotomètre. Par exemple, ajouter 5 millilitres d'une autre solution pour stopper la réaction. Dans ces cas-là, il faudra prendre en compte ce volume-là puisque c'est ce volume-là qui est dosé entièrement. Donc, il faut savoir le nombre de moles de produit formé dans toute l'entièreté de la réaction. Donc ici, si on multiplie notre Vmax pour l'exprimer en nombre de moles, donc fois 0,5 fois 10 moins 3 pour l'avoir en litres. Voilà, on en est à 7,42, 10 moins 8 moles par minute. Et donc, on nous demande en micromoles par minute. Donc, on multiplie par 10 moins 6, 10 puissance 6. Puissance 6. Oh, bien. Oui. Et voilà donc notre Vmax tel que demandé. Donc, il va falloir calculer la masse en enzyme qu'on a mis dans la réaction. Donc, la masse en enzyme, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Donc, c'est égal aussi à la concentration fois le volume fois la masse molaire. Donc, pour nous, la concentration, on sait qu'on a mis 20 microlitres à 30 micromolaires. Donc, la concentration 30 micromolaires, donc 30, 10 moins 6 molaires, fois 20 microlitres, 20, 10 moins 6 litres, fois la masse molaire qui est de 25 000 grammes par mol. C'est égal à 20 fois 10 moins 6 fois 30 fois 10 moins 6 fois 25 000. Et donc, en écriture scientifique, on est à 1,5 10 moins 5 grammes. Et donc ici, nous on va l'exprimer milligrammes. Et donc notre activité spécifique va être égale à notre Vmax divisé par la masse d'enzyme que l'on va mettre en milligrammes, donc fois 10 puissance 3. Voilà. Et donc voilà donc notre activité spécifique qui s'exprime en micromole par minute par milligramme d'enzyme. Voilà. Donc, exercice 2, dans cet exercice, on vous dit que deux réactions enzymatiques différentes sont réalisées en absence et en présence d'inhibiteurs. Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous. Donc, vous avez deux tableaux, un pour la première réaction et l'autre pour la deuxième réaction, à chaque fois en présence et en absence d'inhibiteurs.
Pour chaque réaction, déterminez le Vmax en delta A par minute et le Km en millimolaire de l'enzyme, le type d'inhibition ainsi que le Vmax apparent, donc qui va être le Vmax en présence d'inhibiteur, et le Km apparent dans les mêmes unités qu'auparavant et en utilisant la linéarisation de Lineweaver-Burke. Alors, comme tout à l'heure, la première étape, ça va être ici, on n'a pas énormément de données, donc on n'a pas besoin forcément d'identifier quel est l'enzyme, quel est le substrat. On a déjà les concentrations qui nous sont données et les vitesses qui sont déjà dans la bonne unité, puisque si on regarde le Vmax, on vous demande de l'exprimer en delta A par minute et que les vitesses sont déjà dans ces unités-là. Donc la première étape, c'est de calculer les valeurs de 1 sur V et 1 sur S pour chaque condition. Donc on va faire cela dans un tableau Excel. Alors la concentration en substrat en millimolaire, la vitesse en delta A par minute sans inhibiteur et de même avec inhibiteur. Voilà. Puis après, on fera 1 sur la concentration en substrat et 1 sur V sans inhibiteur. Alors l'unité minute par dA. Ici, millimolaire moins 1. Et de même, mais avec inhibiteur. Voilà. Par simplicité, on va mettre des couleurs pour distinguer sans inhibiteur et avec inhibiteur. Hop. Voilà. Alors, les concentrations en substrat 2, 3, 4, 8 et 16. La vitesse 0,25 en absence 0,28, 0,33, 0,44 et 0,45. Voilà, puis vous calculez l'inverse de chaque. Ok, et donc maintenant, on va pouvoir tracer la linéarisation de Lineweaver-Burke. Tout d'abord, sans inhibiteur. Voilà, donc pareil, sélectionnez les données, vérifiez que ce sont les bonnes données qui sont sélectionnées. Si l'on regarde ici, on a bien 1 sur V. Et donc, on va vérifier que les données sont les bonnes. Donc, en axe des ordonnées, on doit avoir 1 sur V. Donc, le plus haut point doit être à 4. C'est effectivement le cas. Donc, c'est parfait. On va ajouter les titres des axes. Donc, en ordonnée, 1 sur V. En minutes par delta A. Et l'axe des Y, 1 sur la concentration en substrat en millimolaire moins 1. Voilà, on peut ensuite tracer la courbe de tendance. Et alors, on va pouvoir ajouter sur ce même graphique les données de
la réaction avec inhibiteur. Donc, sélectionner les données. On va modifier celle-là, on va l'appeler sans inhibiteur. Et on va faire une deuxième, on va ajouter avec inhibiteur. Les valeurs de l'axe des abscisses sont les mêmes. Et les valeurs de l'axe de l'ordonnée sont celles-là. Voilà, on va utiliser les mêmes couleurs. Et on va tracer la courbe de tendance et afficher l'équation sur le graphique. Donc par la suite, on va faire comme on a fait la dernière fois. On va calculer les paramètres A et B de chaque droite. Donc, avec la formule droite règle, on sélectionne tout d'abord les valeurs des Y sans inhibiteur, puis les valeurs des X. Ah. Et on fait de même avec les données avec inhibiteur. Voilà, on va reprendre les couleurs. Donc ici, on a le paramètre A et ici, on a le paramètre B. Donc on sait que le A est égal à Km sur Vmax et que B, l'ordonnée à l'origine, c'est égal à 1 sur Vmax. Par conséquent, on s'en déduire Vmax et Km pour la réaction sans inhibiteur et avec inhibiteur. Donc pour le Vmax, c'est égal à 1 sur B. Et pour le Km, c'est égal à OVmax fois la pente. Voilà, donc nous avons un Vmax qui s'exprime en delta A par minute et un Km qui est exprimé en millimolaire. Le Vmax est augmenté et diminue en présence d'inhibiteurs. Et le Km reste inchangé, il reste relativement similaire entre 2,35 et 2,02. C'est plus une approximation de la mesure ou de la manipulation. Km inchangé. Donc, si on regarde dans notre syllabus, au niveau des différents types d'inhibiteurs, le Km est inchangé, mais le Vmax est diminué. Il s'agit donc d'un inhibiteur non compétitif. Voilà notre réponse finale. Alors, on va faire la même chose, mais pour la deuxième réaction. Les valeurs sont ici. Donc, on va de nouveau prendre les concentrations en substrat. Les vitesses sans inhibiteur et avec inhibiteur. Pour aller plus rapidement, je copie-colle le tableau. 2, 3, 4, 10 et 15.
157. Voilà, et je vais juste vérifier que tout s'est bien calculé automatiquement. Oui, pas de souci. Donc, on va pouvoir tracer le graphe. Réaction 2. On vérifie, ce sont bien les bonnes données. On va ajouter la courbe de tendance. On va ajouter également les titres des axes. Un sur V et un sur S. Et on va ajouter les données avec inhibiteur. L'axe des X, puis l'axe des Y. Voilà, on va tracer la courbe de tendance. Et voici donc notre graphe. On peut ajouter une petite légende également. Voici. Alors, de même, on va calculer les paramètres A et B sans inhibiteur et avec inhibiteur. Et on va calculer également le KM et le Vmax à partir de ces données. Donc, le Vmax va être égal à 1 sur B. Voilà, et le KM va être égal à la pente A fois le Vmax. Voilà. Alors, les unités sont les mêmes. Ici, on a donc un Vmax qui est inchangé, puisque 0,47, 0,50, c'est relativement très proche. Et par contre, le Km, lui, est augmenté. Et donc, si l'on regarde dans le syllabus, nous avons donc un Km augmenté et un Vmax égal. Donc, on a donc un inhibiteur compétitif. Voilà, c'est donc tout pour cet exercice. Il n'y avait pas d'autres conversions à faire.